Salut les Vimensistes. Aujourd'hui, on va parler gestion de projet. Et on va voir deux axes. Le premier, c'est comment je fais quand moi je pratique les Vimensa, que personne autour de moi pratique, et que je suis dans un projet, comment j'interface finalement ça avec la gestion de projet classique. Et le deuxième aspect, c'est comment je peux mener, impulser un projet façon les Vimensa avec plusieurs personnes. On y va. Alors on va commencer par le premier aspect, comment je fais moi quand j'ai mon système à moi, avec mes listes de prochaines actions, avec mes références, mes dossiers, etc. Pour suivre une gestion de projet, pour participer à un projet, un résultat à atteindre qui est impulsé par d'autres personnes, et notamment en entreprise, puisque en entreprise on va se retrouver avec des outils, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du Monday, ça peut être de l'Asana ou je sais pas quoi, ou du Basecamp, qui vont me donner des tâches à faire, mais qui sont pas forcément des vraies prochaines actions, et comment j'interface tout ça, est-ce que je mets l'action dans... Bref, on va voir tout ça. Et finalement la réponse là-dessus elle est assez simple, c'est pour ça que je commence par ça d'ailleurs. Dans ce cas de figure, en fait ce qui se passe, c'est que vous avez une gestion de projet collective qui va se faire en général sur des outils collectifs. Donc on va avoir un Jira, on va avoir peut-être un Kanban, un tableau comme ça, ou un planeur, où d'autres personnes vont vous donner des tâches à faire. Et la plupart du temps, ça va être vraiment ce que j'appelle des tâches, c'est-à-dire, en fait, une série d'actions très concrètes qui me permettent d'atteindre déjà un mini-résultat. Une tâche, c'est rarement exactement la chose à faire. En général, pour arriver à faire une tâche d'un projet, ça suppose que je fasse déjà pas mal d'actions qui me permettent de cocher cette tâche. C'est-à-dire que, et c'est assez normal, quand on travaille projet, on pense en général à étapes. On pense par étapes, c'est-à-dire qu'un projet lui-même, c'est-à-dire que le résultat à atteindre, vous vous rappelez, tout projet doit avoir un résultat à atteindre, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je cherche vraiment à faire? Un résultat à atteindre, c'est conceptuel. C'est notre néocortex, là-haut, qui imagine un truc qui n'existe pas déjà, qui n'a aucune réalité en tant que tel, et qui se propose, justement, de le rendre réel. C'est la définition même d'un résultat à atteindre, ou d'un projet. Et donc, on pense à intervalles, à étapes, on pense en fait, en général, on a plutôt une pensée un peu visionnaire dans ces cas-là. Et quand on va découper cette grande pensée visionnaire, on va découper en plus petits intervalles, mais qui restent quand même des pensées elles aussi. Des sous-pensées, si vous voulez, des sous-résultats à atteindre du grand résultat final. La plupart du temps, c'est ça. On en avait l'illustration parfaite avec la manière dont la NASA fonctionnait, hein. C'est le WBS, le Work Breakdown Structure. Et en français, je crois que c'est structure des découpages projet. Il n'est pas spécifique à la NASA d'ailleurs, mais qui a été vraiment popularisé parce que c'est comme ça que la NASA a envoyé du monde sur la Lune. C'est-à-dire qu'on avait un gros résultat et on a sous-divisé ce résultat en tout un tas de petits résultats et en descendant comme ça jusqu'à arriver à des choses très petites. J'ai besoin de construire une fusée, bah très bien. Ou j'ai besoin de construire une navette spatiale, très bien. Bah pour une navette spatiale, il va falloir que je construise un fuselage, des ailerons, un moteur, un cockpit, etc., etc. Et à chaque fois, comme ça, toutes ces petites parties se subdivisaient pour arriver à des actions, à des choses qui sont très actionnables. Rien de nouveau là-dedans. Et c'est quelque chose vraiment qu'on voit dans beaucoup de projets, même s'il y a du Lean, même s'il y a du Scrum, on arrive quand même à des choses qui sont en général des étapes intermédiaires. Et ce qu'on va vous demander de faire, ça va être des étapes intermédiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de Levimensa, il va falloir adapter cette demande qu'on nous fait pour que ça rentre dans notre système. Parce que vous voyez bien que puisqu'on vous demande une étape, finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on vous demande un résultat souhaité. Et votre boulot à vous, ça va être d'aller trouver la prochaine action qui va correspondre à l'impulsion, à l'initiation de ce résultat souhaité. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, ce qui est assez simple finalement, c'est que quand vous travaillez sur un projet avec des personnes qui n'utilisent pas cette méthode-là, votre job à vous, c'est simplement de transcrire la tâche qu'on vous demande en résultat à atteindre et prochaine action. Et ce qui va aller dans votre système, c'est la prochaine action dans ces listes concrètes et c'est le résultat à atteindre sur la liste des résultats souhaités. Et vous allez travailler avec votre système, avec ces deux choses-là. Quand vous aurez fait la prochaine action et puis toutes les actions, etc. qui vont suivre, de manière à avoir réalisé votre résultat souhaité, vous n'avez plus qu'à retourner dans le logiciel commun et cocher la tâche qu'on vous a donnée. Vous avez fait le job. Donc là, il s'agit juste de s'interfacer sur l'outil commun. On va pas reprendre tel quel ce que nous demande de faire l'outil commun, parce que c'est pas une prochaine action, c'est pas un résultat souhaité la plupart du temps. On va prendre ça et on va le retranscrire en prochaine action qui va aller dans notre système et en résultat souhaité qui va aller aussi dans notre système. On va travailler à partir de ça et quand le résultat est atteint, hop, on coche, c'est fini. Donc voilà, ça c'est assez simple. Maintenant, je voulais augmenter un peu cette vidéo-là avec l'autre aspect qui est de se dire, bon bah super, j'ai une méthode qui est géniale pour moi, je la trouve super, ça me déstresse, ça me permet d'avancer, etc. Comment je peux faire ça au collectif? Alors il y a plusieurs points à mettre en place pour y arriver. Il y a un premier point qui va être sur le rangement. C'est tout bête, mais quand on travaille à plusieurs, on a besoin d'accéder à différents documents et il faut bien que tout le monde soit sûr de pouvoir les trouver quand il en a besoin. Et qu'on n'ait pas besoin d'aller à la pêche aux documents dans l'email de machin. L'autre aspect, ça va être comment on gère l'exécution. Et le troisième point, ça va être les outils de communication. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre, mais il faut bien que je les montre dans un certain ordre, mais c'est pas pour dire que c'est d'abord l'un et ensuite l'autre, d'accord? C'est un tout qui va aller ensemble. Donc, tout ce qui est rangement, tout ce qui est communication et tout ce qui est exécution. Il va falloir se mettre d'accord sur ces points-là. Qu'est-ce que peut nous montrer les Vimensa par rapport à ça? Alors d'abord, il y a cette première chose,
pour le rangement. Vous vous rappelez que, en fait, quelque chose que j'ai arrangé peut aller dans une des trois catégories. Soit ça va dans mes projets en cours, justement parce que c'est un projet en cours. Okay, donc c'est un résultat que je cherche à atteindre en ce moment, mais qui n'est pas terminé. C'est un résultat souhaité qui est en marche, mais que j'ai pas encore atteint. Donc si ça appartient à ces pièces-là, il faut que ça aille dans un dossier qui va contenir tous les autres dossiers de tous les résultats en cours que je suis à atteindre. Chacun avec son petit dossier, avec ses petits éléments, etc. D'accord, on mélange pas tout dans un espèce de gros dossier. On a un gros dossier de résultats en cours dans lesquels on va aller mettre chacun des dossiers de chacun des résultats qu'on cherche à atteindre. Et la pièce à ranger, forcément, va aller là-dedans. Deuxième point, c'est les références, c'est-à-dire les choses qui me servent à faire mon travail en général. Là, ça a moins de sens, puisqu'on va parler de projet, et donc ça suppose qu'on est forcément dans les en cours. Mais c'est quand même important de le garder à l'esprit, parce qu'il se peut très bien qu'une pièce de quelque chose en cours, je sais que plus tard, ça va me resservir dans d'autres projets en cours. Donc en fait, je suis en train de pouvoir faire un modèle avec ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire un projet, je suis en train d'atteindre un résultat pour la première fois, mais je sais qu'on va m'en redemander d'autres comme ça. Et donc j'ai tout intérêt à pouvoir déjà identifier les différents processus qui vont me permettre d'en faire un modèle. Et ce modèle-là, ça va aller dans mes références. Ça peut être aussi dans une référence équipe, ou ça peut être dans mes références perso, s'il y a que moi qui ai besoin de le voir. Et puis, il y a tout ce qui est archivage. Donc ça, c'est toutes les choses que j'ai besoin de conserver, mais a priori, j'ai aucune raison de jamais y retourner. Ça, on se rappelle, 5e sous-sol, fin fond du disque dur. Si jamais j'ai besoin, je mets tout dans un gros dossier archivage, et puis c'est terminé. Donc dans la gestion de projet collectif, ça va être un peu la même histoire, sauf que ça va ne concerner, évidemment, que ce qui concerne les pièces du projet en cours. On est tous en train de travailler sur un même projet, on a besoin que toutes les pièces soient accessibles par tout le monde. Et là, il y a plusieurs manières de faire. On peut choisir des solutions cloud, du style Dropbox, du style Google Drive, du style, pourquoi pas iCloud, des choses qui se partagent. Et donc là, on va fonctionner par des systèmes de fichiers. On va se dire, bon, voilà, j'ai mes fichiers qui vont dans des dossiers. Je vais faire des dossiers avec des sous-dossiers. Je vais essayer de trouver une cohérence là-dedans. Et je vais partager tous les dossiers auxquels tout le monde a besoin d'avoir accès sur le projet en particulier. Après, on est parfois obligé de subir, on va dire, les limitations intrinsèques du logiciel. J'utilise par exemple la solution de Google. Bon, Google, quand il veut faire des dossiers partagés, vous laisse pas les mettre n'importe où. Si je veux faire un dossier partagé, je vais faire mon dossier partagé et je vais mettre toutes les pièces, évidemment, là-dedans. Mais on peut aussi aller chercher des solutions du style Asana, du style Basecamp, du style Jira, je sais pas, il y en a plein comme ça, qui sont des outils de gestion de projet, qui ont leur bon et leur mauvais côté, j'y reviendrai plus tard. Quoi qu'il en soit, retenez cette idée que chaque chose a besoin d'être à sa place. Chaque chose a sa place et le A, en fait, il est à la fois avec accent et à la fois sans accent. C'est-à-dire, chaque chose doit aller à sa place et chaque chose possède effectivement une place. Donc ça, c'est l'aspect du rangement. Et quand je parle de ces choses de rangement, je parle surtout de toutes les données qui vont constituer mes données projets, mais qui ne sont pas des actions. Alors, un rétro-planning peut être une donnée projet. Elle contient des actions, certes, mais c'est pas des actions du moment, c'est des actions de plus tard. Donc pour le moment, c'est pas actionnable. Je considère pas ça comme des actions. Mon rétro-planning, c'est juste mon déroulé d'actions qu'il faudra faire dans le temps. Ça me sert de référence en amont quand je suis en train de travailler, au fur et à mesure pour savoir ce qui m'attend derrière. D'accord? Mais ça ne devient action qu'au moment où, évidemment, je travaille dessus. Donc, transition toute trouvée, comment je fais maintenant pour mes actions? Là, c'est pareil, on va avoir plein de systèmes qui me permettent de faire ça. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une cohérence pour votre cerveau, que vos actions soient séparées des données. On veut pas que les choses soient au même endroit. De la même manière que dans votre système perso, les Vimensa, on a séparé nos listes concrètes de prochaines actions et de résultats à atteindre, et les listes en attente de, etc., de tout ce qui est référence, documentation, fichiers de résultats en cours, etc. De la même manière, en gestion de projet, on va faire pareil. Il faut que, dans les outils que vous allez utiliser, il y ait une séparation nette entre l'endroit où il y a des actions et l'endroit où il y a de l'info. Et enfin, il y a la partie communication. Parce que quand on travaille à plusieurs, évidemment, il faut bien qu'on communique. Et les outils de communication, il y en a pléthore aujourd'hui. À une époque, on avait le fax, le téléphone, la personne. Maintenant, on n'a plus le fax, mais on a quand même le reste. Et on a les emails, et on a du chat, et on a tout un tas de choses. En gros, on a deux catégories d'outils. Les outils synchrones, les outils asynchrones. Donc, petit rappel pour ceux qui ne sont pas familiers de ça. Les outils synchrones, c'est ceux qui supposent une interaction en temps réel avec la personne. Typiquement le téléphone. Et les outils asynchrones, c'est ceux qui supposent que moi j'envoie une information, la personne, elle va en prendre connaissance à un moment qu'il la regarde, elle va agir dessus à un moment qu'il la regarde, elle va me faire une réponse quand ça l'arrange, et moi je vais la recevoir à un autre moment. Typiquement l'email. Voilà. Et ces deux catégories d'outils, c'est hyper important que vous ayez les deux à disposition, et évidemment, vous allez beaucoup gagner, même sur un seul projet, à établir une charte de la communication. La charte de la communication, c'est quoi? C'est se dire quel outil pour quel type de message. Si j'ai besoin de te balancer de l'information, mais que j'ai pas d'attente particulière avec ça, quelque chose d'asynchrone va suffire. Si évidemment il y a une urgence, un problème, j'ai besoin de t'avoir, on va tous aller plutôt sur le synchrone. On est OK avec ça. Mais c'est une bonne idée de le formaliser et d'aller plus loin parce qu'aujourd'hui on a tellement d'outils que ça peut vite devenir n'importe quoi. Et on peut très bien se dire, écoute, toutes les communications de ce projet, elles vont se faire ou par email si c'est de la synchrone, ou téléphone, ou au chat si on a besoin de synchrone. Mais ça suppose évidemment que si le chat devient un outil synchrone,
ça suppose qu'on ait des heures où on est actif derrière son chat. C'est-à-dire qu'on travaille et on a le chat allumé, on est OK avec l'idée de se faire interrompre. Plus ou moins bonne idée ici, ça dépend. Mais ça peut se comprendre. Et on peut décider d'avoir des créneaux dédiés de permanence en quelque sorte, de permanence chat, et puis des moments où on sera pas disponible au chat. On peut décider d'être en permanence justement dispo, sauf parfois. Bref, tout ça est intéressant à mettre dans une charte de com. Toutes les boîtes qui ont mis en place une charte de la communication ont des résultats bien meilleurs et beaucoup moins de stress par rapport aux manières de communiquer. Donc je vous invite à le faire aussi au niveau du projet. Et donc le dernier outil dont je pourrais parler, c'est que si vous devez impulser vous-même un projet que vous allez diriger par rapport à d'autres personnes, je ne saurais que trop vous inviter à utiliser la cartographie de résultats, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. C'est-à-dire ces 5 étapes qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'avoir beaucoup plus de détails sur pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire, à quoi ça sert, quelles sont les lignes rouges, quels sont les trucs à respecter, quelles sont les règles de conduite auxquelles il ne faut pas déroger, à quoi ça ressemble quand c'est terminé, si c'est un succès, une réussite spectaculaire. Ensuite, faire l'idéation à plusieurs et ensuite faire votre planification. Vous avez tout intérêt à aller revoir cette vidéo et à regarder comment vous pouvez mettre ça au collectif. Ça marche très très bien. C'est hyper important que tout le monde soit bien aligné sur le pourquoi, que tout le monde comprenne pourquoi, quel est l'intérêt de faire ce projet-là. Ça leur permet d'adhérer beaucoup plus, ça leur permet d'aller trouver leur propre intérêt éventuellement, ça leur permet même peut-être parfois d'aller challenger l'intérêt en disant mais est-ce qu'on est sûr de vraiment vouloir ça? C'est toujours hyper intéressant les discussions qui peuvent venir à la suite de ça. Très important évidemment aussi d'avoir des règles de conduite communes. Encore plus important presque d'avoir une vision commune de ce à quoi ça peut ressembler si c'est un résultat spectaculaire. Et après l'idéation, la planification évidemment se font aux échelles habituelles. Ça on a plus l'habitude, je m'étends pas trop là-dessus. Ce qui est bien après ça, c'est que si vous fonctionnez comme ça et que vous faites collectivement cette cartographie de résultats avec votre équipe ou avec les parties prenantes du projet, c'est beaucoup plus facile après de vous dire ok bah on a notre rétro-planning finalement, notre planification qui est la dernière étape de cette cartographie. On va aller chercher pour chacun quelles sont les prochaines actions qu'on va distribuer à chacune des personnes ici. Et là pour le coup, vous allez vous retrouver avec des vraies prochaines actions que les gens vont pouvoir directement intégrer dans le système Levi-Mensa. S'ils en ont pas, c'est l'occasion de leur parler de la méthode et les amener à ces bonnes pratiques-là. Mais sinon, ils vont être assez ravis de se dire, ok, bah, je commence par là, et puis je déroule derrière, et j'arriverai à ma tâche. Ça n'empêche pas de continuer dans votre planification à être à un niveau beaucoup plus macro que les prochaines actions. Et la plupart du temps, votre planification, ça va être une liste de jalons. Vous avez un résultat final à obtenir. Pour être au rendez-vous ici, je sais que là, il faut que j'ai fini telle et telle tâche. Ça veut dire que pour avoir fini telle et telle tâche ici, il faut que là, je sois, etc., etc. Vous avez vos différents jalons. Vous considérez comme des tâches, c'est-à-dire des mini-résultats à atteindre. Donc, la réponse à la question de se dire des fois, bah, j'ai commencé avec un résultat en tête, et puis je me retrouve en fin de planification avec différents sous-résultats. Comment je gère ça? Est-ce que je mets chacun de ces sous-résultats dans mon système? Ou est-ce que je reste avec un espèce de gros macro-résultat de tout ce que je cherche à obtenir avec des étapes intermédiaires? Et en fait, là, la réponse, bah, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de vous. Il y a des gens qui sont super à l'aise avec l'idée d'avoir un seul macro-résultat à obtenir et avancer comme ça au fil du temps, avancer d'action en action, en action, en action, et puis quelque part les résultats intermédiaires, ils les voient presque pas, ils avancent jusqu'au moment où arriver au résultat final. Et il y a des gens pour qui c'est un peu trop gros, ils préfèrent avoir les petites victoires, c'est plus motivant, c'est plus encourageant. Et eux, ils vont se garder éventuellement ce gros résultat final, mais ils vont scinder ça en sous-résultats. Et chacun de ces sous-résultats peut donner lieu lui aussi à des prochaines actions. Et parfois des prochaines actions qui vont être en parallèle. C'est pas un problème. Ces actions-là, elles vont aller sur vos listes concrètes et vous verrez bien de toute façon quand c'est le moment d'avancer dessus. Et si vous optez pour ça, vous pouvez soit vous faire tout un tas de sous-résultats, à vous de voir jusqu'où descendre derrière, parce que ces sous-résultats, la plupart du temps, pourraient aussi eux-mêmes descendre encore en sous-résultats, donc il y a un niveau de granularité avec lequel il faut être à l'aise. C'est à vous de voir à quel moment vous avez trouvé ça ridicule de descendre plus bas. Mais on peut très bien imaginer que vous ayez tout un tas de sous-résultats, avec cette idée en tâche de fond pour vous que tous ces sous-résultats concourent au macro-résultat final. Et la troisième option, c'est de garder le macro-résultat dans votre système. Par exemple, si vous utilisez Todoist, que nous on utilise bien, et d'ailleurs je vous ai mis encore une fois le lien sponsorisé qu'on a avec eux, si vous utilisez Todoist, vous pouvez très bien vous faire un résultat souhaité, qui va être le nom de votre projet, et dedans avoir des étapes intermédiaires. Vous pouvez faire ça dans certains systèmes, vous pouvez pas forcément dans d'autres. Vous pouvez simplement utiliser votre planification pour vous dire, bon bah voilà tous mes mini-résultats, et uniquement voir dans votre outil les prochaines actions, et avancer de prochaine action en prochaine action, et de temps à autre, vous allez checker dans votre planification pour savoir où est-ce que vous en êtes. Planification, je vous le rappelle, qu'il faut reproduire dans votre calendrier. C'est-à-dire qu'en regardant votre calendrier, vous devez voir toutes les échéances et tous les jalons qui constituent vos échéances. Ok, donc c'est comme ça qu'on va impulser. On range les docs et on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on range où. On utilise des canaux de communication et on se met d'accord sur qu'est-ce que j'utilise pourquoi. Et en termes d'exécution, on va utiliser là aussi la plupart du temps des logiciels et on va aller répliquer sur nos logiciels perso les grosses étapes de ces logiciels communs. Le dernier point que je voudrais faire, c'est un point vraiment
pratico-pratique sur les logiciels eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous prenez des outils comme Basecamp, comme etc., vous allez vous retrouver finalement avec des outils qui proposent déjà toute la pléthore d'autres outils dont vous pourriez avoir besoin. C'est-à-dire que si vous avez fait tout votre système avec un Todoist d'un côté, Google Drive ou SharePoint pour les documents, et puis du Slack pour la communication ou du TalkSpirit, et que tout d'un coup vous allez gérer votre projet dans Basecamp ou dans Nifty, tout un tas de logiciels qui vous proposent un endroit pour chaque projet où stocker les documents, des outils de communication à l'intérieur de chaque projet, que ce soit du chat ou même de la base de connaissances parfois, et qui vont vous permettre de faire des kanbans, tout ça au même endroit, ça peut devenir vite le bazar. Donc là, il y a une cohérence qu'il faut absolument garder. C'est-à-dire que vous dites, ok, si dans tout mon système et dans toute mon entreprise, j'ai fait en sorte que tous les fichiers soient sur du Google, que les canaux de communication, ça soit du TalkSpirit ici, de l'email pour ça, etc., et pourquoi pas du WhatsApp, et que pour l'exécution, on a besoin du Kanban, etc., et qu'on se retrouve tout d'un coup avec un logiciel qui me permet de faire tout ça, ce qui va se passer, c'est que si vous faites pas à un moment de décision par rapport à qu'est-ce qu'on utilise pourquoi, vous allez voir que les gens, ils vont en envoyer partout. Et il y a du chat qui va arriver sur un document qui va être mis dans le Nifty, et le document, il sera pas dans le Google Drive là où tout le monde le cherche, et quand on va parler de chat dans le Google Drive, ceux qui utilisent que le chat de Nifty vont pas le voir, et ça va être juste un enfer à gérer. Donc là aussi, il y a une charte à établir. Là aussi, il y a parmi les règles de conduite du projet justement, vous vous rappelez, deuxième point, le premier point c'est pourquoi on fait ça, et deuxième sous-point quelque part c'est quelles sont les règles de conduite. Et dans les règles de conduite, vous allez mettre précisément quel outil on va utiliser pourquoi. Si vous voulez pour chaque projet vous dire finalement c'est très pratique ces outils-là, ces Asana, ces Nifty, ces Monday, etc. C'est pas mal parce que du coup mes clients peuvent aller dessus, je peux partager avec, etc. J'ai pas besoin de partager le drive, etc. Ok, à ce moment-là vous dites ok, pour ce projet-là, on va mettre tous les documents dans les endroits qui sont prévus pour, sur la plateforme de gestion de projet. On va utiliser uniquement le chat de la gestion de projet. Et on va utiliser uniquement le Kanban de la gestion de projet. Et tout va se faire uniquement à cet endroit-là. Pas de Miro, pas de je sais pas quoi, pas de données ailleurs, pas de communication ailleurs, même pas d'email. Tout va là-dedans. Ok? Et vous allez garder votre cohérence. Ou alors vous dites, les gars, on a déjà plein d'outils, plein de canaux qui marchent bien, on s'en sert bien pour plein de choses. On a un outil de gestion de projet qui arrive par-dessus très bien. Le chat, on s'en sert pas. Si vous voulez le chat, vous continuez à utiliser TalkSpirit ou Slack sur le côté. Si vous voulez de la base de co, vous allez continuer à utiliser ça. Si vous voulez la gestion de fichiers, vous continuez à utiliser nos drives dans le cloud. Et vous n'utilisez que ces outils-là qu'on a définis, qui nous servent pour tout le reste et qui donc sont adaptés aussi pour la gestion de ce projet-là. Donc c'est à vous d'arbitrer, mais il faut choisir. Parce que si vous choisissez pas, il va y en avoir partout. Et ça va être juste un enfer à gérer. Voilà, donc dernier point ensuite. Pour les revues de suivi, vous pouvez tout à fait utiliser le même modèle que la maintenance hebdomadaire, mais cette fois-ci uniquement dédié à votre résultat à atteindre. En vous disant, est-ce qu'on est toujours OK sur le résultat? Et en checkant qui a fait ses actions, où vous en êtes des prochaines actions, quelles sont vos prochaines actions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes en attente? Est-ce qu'il y a des points de calendrier du passé, des choses qu'il faut rattraper? Est-ce qu'il y a des points de calendrier qui arrivent sur lesquels il faut mettre le focus maintenant pour être sûr de les atteindre? Et en termes de résultats, est-ce que c'est toujours ce qu'on cherche à faire? Ouais, c'est juste une petite adaptation et vous faites ça dans votre réunion d'équipe, ça marchera très très bien aussi. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur la gestion de projet façon Levi Mensa et avec Levi Mensa. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions, je serai ravi d'y répondre. Abonnez-vous, partagez, likez, faites connaître au plus grand nombre et on se retrouve bientôt. Salut!